La sensibilité de l'organisme à des substances généralement inoffensives est présente dans l'environnement. Ces substances appelées allergènes peuvent se trouver dans l'air, l'alimentation ou les médicaments notamment. L'allergie ou les allergies ne sont rien d'autre qu'une réaction immunitaire exagérée en présence d'un allergène. En fait, je vais rendre ça un peu plus facile. Un allergène, ce n'est rien d'autre que, ça peut être un aliment, un médicament, tout autre, une substance étrange que l'organisme définit comme étrangère pour lui, pardon, l'organisme. Et l'organisme l'ayant détecté comme tel, enclenche son système immunitaire, puisque le système immunitaire sert à protéger le corps contre toutes substances étrangères, mais seulement dans le cadre de l'allergie, cette réaction devient exagérée, au-delà de ce qui est attendu. Si je peux illustrer, c'est un peu comme un petit enfant qui est venu, qui a volé une mangue chez le voisin, mais on appelle tout un bataillon de la garde républicaine pour s'en occuper. Donc c'est un tout petit peu ça, un peu l'allergie. Donc c'est une réaction immunitaire exagérée. Les allergies peuvent avoir effectivement plusieurs causes, donc notamment les plus fréquentes, ce sont les allergies d'origine respiratoire, donc c'est-à-dire on trouve dans l'air que nous respirons, dans la poussière transportée par l'air que nous respirons, plusieurs choses qui peuvent déclencher une réaction allergique. Ça peut être le poil des chiens, le poil de chat, les pollens des fleurs, ou encore certains parasites, notamment par exemple les acariens. Okay, donc là, on parle des allergies causées par des pneumallergènes, c'est-à-dire les allergènes transportés par l'air. Mais on peut avoir aussi des allergènes, les trophallergènes, c'est-à-dire des allergènes qui entrent en contact avec l'organisme via notre alimentation, c'est-à-dire l'allergie qu'on appelle grossièrement l'allergie alimentaire. Donc vous avez mangé un aliment, une friandise, un bonbon, un biscuit, un fruit, et vous déclenchez une allergie. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle les allergies de contact, c'est-à-dire que votre peau entre en contact avec une substance et que votre peau réagit en regard de cette substance. Notamment, ça peut être un lait de beauté, une teinture qu'on applique aux cheveux, les rouges à lèvres, les lips, donc tout ce qui peut entrer. Ça peut être lié aux cosmétiques, mais ça peut être lié à son métier. Par exemple, du ciment, de la colle, ou encore ça peut être provenir des vêtements que vous portez, les colorants qu'on utilise pour teindre vos vêtements, ou la substance qu'on a utilisée pour teindre le cuir de votre chaussure, et ainsi de suite. Donc là, la particularité, c'est le contact direct avec la peau. Mais ensuite, nous avons aussi ce qu'on appelle les allergies médicamenteuses. Okay? Donc ça entraîne ce qu'on appelle les toxidermies. Ce sont des allergies causées par l'ingestion orale ou par voie sous-cutanée, ou toutes les voies utilisées, intramusculaires ou intraveineuses, d'un médicament. Donc vous prenez ce médicament de suite ou dans un délai en fonction des médicaments, parce qu'il y a d'autres médicaments qui peuvent avoir une réaction immédiate, mais il y a d'autres, il y a certains médicaments, on a des allergies 4 semaines, voire 6 semaines après avoir utilisé un médicament. Donc ce sont là les 4 grands groupes de voies par lesquelles vous pouvez développer une allergie. Alors, quels peuvent être les signes? Alors, les signes, en majorité, sont aussi en regard du type d'allergène. Donc, lorsque nous allons parler des allergènes transportés par l'air, la personne va présenter des symptômes plus du système respiratoire, ou bien, comme nous on appelle, respiratoire supérieur. Donc, la personne peut se plaindre de rhume à répétition. C'est souvent les mamans qui viennent vous dire que mon enfant est enrhumé toute l'année, ou bien au moindre contact avec la poussière, il est enrhumé. Ça peut être les éternuements, ça peut être la congestion nasale, c'est-à-dire le nez qui se bouche.
Okay, donc la journée, la personne peut se sentir à l'aise, mais dès qu'elle va dormir, elle a son nez qui se bouche, elle est obligée de respirer la bouche ouverte. On voit ça chez les mamans se plaignent, non, mon enfant dort toujours la bouche ouverte. Mon enfant ronfle quand il dort. Mais ça peut être aussi, chez certaines personnes, ils peuvent développer de l'asthme, c'est-à-dire une respiration difficile avec un sifflement. Okay? Mais en précisant que deux fois, pour les jeunes enfants, les nourrissons, l'asthme peut se présenter juste par de la toux nocturne ou la toux après les efforts. Donc, ce sont là un peu les symptômes pour les pneumallergènes. Pour les allergies de contact, généralement, on a dans notre jargon, même en dermatologie, on a une lésion type qu'on appelle les eczémas. Donc, c'est une lésion qui se caractérise par des petits boutons, une sécheresse de la peau et une rougeur de la peau. Et après, on peut avoir un élément caractéristique, c'est qu'il y a un sointement, c'est-à-dire, vous remarquez, entre ces lésions, il y a un petit liquide séreux, qui est un peu clair, qui va sourdre au travers ces lésions-là. Les papules, c'est-à-dire les petits boutons, c'est-à-dire ces petits boutons, je ne sais pas, généralement qu'on appelle bourbouille, ceci, ça ressemble à cela. Donc la caractéristique, c'est qu'il y a une élévure au niveau de la peau, petite, de la taille de la tête d'une épingle, mais qui ne contient pas de liquide. Donc c'est un peu ça, une petite papule. Mais on peut avoir aussi, par exemple pour l'allergie alimentaire, on peut avoir des signes cutanés. Donc, on a la lésion de foie type sur la peau, c'est l'urticaire. Donc, c'est-à-dire, ça ressemble un peu à ce que vous voyez quand vous prenez une peau d'orange et que vous la pressez. Donc, il y a des petits points qui apparaissent sur la peau de cette orange. C'est la même chose. Donc, la peau gonfle et vous avez l'impression d'avoir des petits points et c'est rouge. Mais, même toujours avec les aliments, l'enfant, surtout les enfants, parce que ces adultes, on a cette urticaire, on peut avoir une détresse respiratoire comme si la personne faisait de l'asthme. Ça peut aller même plus loin pour les allergies graves, donc lorsque la symptomatologie est très, très, très grave, on appelle ça une anaphylaxie, donc c'est une réaction allergique grave qui peut engager le pronostic vital. La personne peut même perdre connaissance. Il peut avoir une baisse de la tension artérielle, il peut avoir des lésions cutanées, des signes respiratoires, des signes cardiaques. Donc ça, ce sont différents signes qu'on peut avoir. Mais j'allais soulever la particularité chez les enfants pour les allergies alimentaires, c'est que l'enfant ne peut présenter aucun de ces signes et présenter tout simplement un dégoût de l'aliment, on ne comprend pas pourquoi, ou des vomissements après avoir pris cet aliment, ou encore de la diarrhée, de la constipation accompagnée des douleurs abdominales. Donc, ces signes-là peuvent aussi être les signes d'une allergie alimentaire. Et un autre signe qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir une rougeur généralisée. Généralement, on a ça dans les toxidermies, c'est-à-dire les allergies d'origine médicamenteuse. Donc, la personne devient toute rouge. Bon, c'est vrai, là, je prends surtout l'exemple des personnes à peau claire, mais même chez les personnes à peau foncée, on peut effectivement remarquer une certaine rougeur de la peau, et les personnes qui sont vraiment très foncées, on a l'impression d'avoir une marbrure. Donc la coloration est changée, une desquamation dans la peau qui s'enlève, et on peut avoir carrément des bulles, donc un peu comme quand quelqu'un s'est brûlé, vous avez une bulle sur la peau et qui, en éclatant, fait que c'est comme si la peau se décollait, donc la partie superficielle de la peau se décollait et laissait voir les tissus inférieurs de la peau. Donc ce sont là les différents signes que l'on peut avoir, allant des signes simples jusqu'à des signes graves, comme on l'a dit dans l'anaphylaxie ou du choc anaphylactique. Donc là, c'est quand vous avez une hypotension, perte de connaissance, relâchement sphinctérien, donc la personne urine sur elle-même, fait des flèches sur elle-même. Donc ça peut aller du simple au plus grave. Alors, le diagnostic des maladies allergiques, le premier outil ou le premier examen, c'est la discussion
que le médecin a avec le patient, que nous on appelle dans notre jargon anamnèse, donc qui est la discussion, le recueil d'informations par le médecin. Parce que je prends mon expérience, et c'est ce que même tous les livres disent, à 99%, ou pour ne pas dire à 90% de cas, l'anamnèse seule peut déjà vous mettre sur le chemin de l'origine de l'allergie. Est-ce que c'est vraiment une allergie ou c'est pas? Parce que j'aimerais préciser ici, tout ce qui gratte n'est pas de l'allergie, ou tout qui traîne n'est pas de l'allergie. Donc c'est au travers de l'anamnèse, de cet interrogatoire fouillé, que nous pouvons déjà déceler est-ce que c'est une allergie, est-ce que c'est pas une allergie, et si c'est une allergie, quels sont les éléments que l'on peut incriminer, les médicaments, aliments, ainsi de suite. Donc d'abord c'est l'interrogatoire, mais ensuite effectivement il y a des examens qu'on peut demander. Donc il y a par exemple ce qu'on appelle l'ensemble de tests qu'on appelle des tests cutanés, donc des examens qu'on fait sur la peau pour pouvoir déceler un certain groupe d'allergies. Il y a des examens qu'on fait au niveau du sang, donc on appelle les tests spécifiques, donc on recherche d'allergènes spécifiques. Nous avons des patch tests, donc on colle un certain nombre d'allergènes que vous allez garder pendant plusieurs jours. Il y a des tests moléculaires que l'on fait, donc on recherche la signature moléculaire d'un allergène, parce qu'en réalité, ce sont les protéines ou les éléments moléculaires d'une substance. Ce sont ces substances-là qui, au contact du corps, provoquent l'allergie. Alors donc, par les méthodes moléculaires, on peut aller chercher cette signature moléculaire lorsque on n'arrive pas à poser les diagnostics avec tout simplement l'anamnèse, les premiers groupes d'examen qu'on a cités. Donc ce sont un tout petit peu là les groupes d'examen que l'on peut faire. Et après, comment ça se passe le traitement et la prévention? Alors, prévention, vous avez parlé de traitement et de prévention. Effectivement, plusieurs études ont démontré, surtout pour les allergies alimentaires et même les autres, que par exemple les enfants qui n'ont pas eu comme aliment de base lorsqu'ils ont été nés le lait maternel, il y a eu une tendance à faire facilement les maladies allergiques. Donc tous les enfants qui n'ont pas été élevés au lait maternel ont eu cette tendance. Mais aussi on a vu que l'hyperpropriété, je précise, je ne parle pas de la propriété, il faut la propriété, mais l'hyperpropriété, toutes ces personnes qui ont vécu dans des milieux hyper propres ont une tendance aussi à développer des maladies allergiques. Donc, parmi les recommandations, ce serait effectivement de privilégier chez les bébés l'alimentation au lait maternel et de commencer les autres aliments, donc la diversification alimentaire au niveau des âges recommandés. Donc, généralement, c'est à partir du 6e mois que l'on commence la diversification. Et puis, malgré cela, il y a certains aliments qu'il faut éviter de donner jusqu'à 2 ans. Il y a par exemple les œufs, les arachides, ainsi de suite. Certains aliments que l'on ne recommande pas de prendre très tôt par l'enfant. Ou s'il faut en prendre, c'est vraiment de façon contrôlée. Donc ça, c'est pour la prévention. Alors, pour ce qui s'agit de la prise en charge, sera chaque fois en regard de l'allergie diagnostiquée. C'est-à-dire, si on a pu mettre la main, donc la prise en charge va commencer d'abord par le diagnostic, donc découvrir quel est l'allergène ou quels sont les allergènes qui provoquent l'allergie chez cette personne. Alors donc après avoir détecté, donc il y aura ce qu'on appelle, on va mettre en place un plan d'éviction. Éviction, ça veut dire éviter que la personne soit en contact avec ces différents allergènes. Donc si c'est un médicament,
Donc on fait une proscription de ce médicament, on remet une carte où c'est mentionné et le patient, partout où il va, il rappelle cela au médecin qu'il voit, ou c'est un aliment, on signale, si l'enfant va à l'école et qu'il y a une cantine à l'école, on fait les annotations dans le journal de classe, ainsi de suite. Et puis il y a, malheureusement, il y a aussi des personnes qui ne peuvent plus utiliser un médicament ou ne plus prendre un aliment ou ne plus faire un métier, parce que je vous ai dit qu'il y a aussi des allergies causées par ceux à quoi vous êtes en contact par votre métier. Donc par exemple, nous avons les apiculteurs. Les apiculteurs, ce sont ceux qui font la culture des abeilles. Il y a des personnes qui développent des allergies aux piqûres, au venin d'abeilles. Donc pour ces personnes-là, deux fois, on peut faire ce qu'on appelle une désensibilisation, c'est-à-dire on réapprend à l'organisme à tolérer ce contre quoi il était allergique. Donc, et ces méthodes, ce sont des méthodes qui prennent un certain temps. Donc, deux fois, le traitement, on peut prendre 2 ans, 3 ans, mais c'est possible, ça se fait. Mais c'est vraiment au cas par cas. Mais il existe aussi ce qu'on appelle des traitements moléculaires qui existent, donc des immunomodulateurs qu'on peut utiliser pour contrecarrer l'effet de ces allergènes. Donc c'est un tout petit peu cela. Donc ça passe par, d'abord, ça j'allais oublier, d'abord c'est l'éducation. Donc la personne doit être informée de son allergie, comment est-ce qu'il peut être en contact avec ces allergènes, on apprend aux patients à lire les étiquettes des aliments, parce que certains produits sont bien déclarés, mais d'autres sont utilisés comme sous-produits. Vous avez un gâteau, mais on a mis des pistaches, on a mis de l'arachide, ainsi de suite, mais ce n'est pas écrit. On a juste dit un gâteau, où il y a des biscuits, où c'est fourré à la noisette, et ainsi de suite. Donc on apprend aux patients à lire les différentes notices pour vérifier qu'il n'y a pas. Idem que certains laits de beauté, ainsi de suite. On apprend aux patients à découvrir les différentes composantes auxquelles il est allergique en lisant l'étiquette de son lait de beauté, l'étiquette de son dentifrice, de son parfum, et ainsi de suite. Donc c'est ça. Et puis ensuite, pour certains cas, on peut aller jusqu'à l'immunothérapie ou encore autrement appelé la désensibilisation. Un conseil, le premier conseil, c'est de consulter un allergologue, parce que j'ai reçu beaucoup de patients, donc c'est depuis 2019 que je suis praticien en allergologie, mais si je dois voir le nombre des patients que j'ai reçus et les patients chez qui j'ai diagnostiqué des allergies vraies, je suis autour de 50%. 40 à 50% d'autres patients n'ont pas d'allergie vraie, ils ont ce qu'on appelle des hypersensibilités non allergiques. Donc la première chose, c'est de voir un allergologue pour effectivement faire la part des choses. Est-ce que c'est une allergie vraie ou c'était une pseudo-allergie ou ça arrive, des urticaires ou des hypersensibilités non allergiques qui se soignent tout simplement avec des antihistaminiques, réadaptation de son régime alimentaire, et ça passe. Ça, c'est la première chose. Et puis, ensuite, c'est de respecter et suivre les conseils que les médecins donnent, parce que c'est vrai pour certaines personnes, par exemple pour l'asthme, c'est embêtant, mais c'est important pour continuer à avoir une vie normale, sans gêne, sans être empêché dans sa vie quotidienne. Donc c'est un tout petit peu là les conseils que je donnerai à ceux qui ont déjà des allergies. Donc consultez un expert qui a une qualification en allergologie et puis suivez scrupuleusement les recommandations faites.